Bon, les limites du sujet, c'est l'étalgie postérieure, les antéopathies d'insertion calcanéenne. Donc, en regard de la tubérosité postérieure du calcanéus, qui surviennent à la marche, au chaussage, à la pratique sportive, et qui éventuellement sont accompagnés de quelques symptomatologies complémentaires, des signes locaux, tuméfaction, rougeur, mais aucun signe de discontinuité tendineuse. Donc, il y a deux sujets, vous le savez, le Haglund, les anthésopathies d'insertion qui nous intéressent ici. Est-ce que les propositions thérapeutiques doivent être réellement différentes? Est-ce qu'on parle de la même chose? Je vous ai déjà évoqué tout cela. C'est deux choses sensiblement différentes. Le Haglund, décrit par Haglund au début du XXe siècle, c'est un conflit mécanique entre la tubérosité postérieure et la distalité calcanéenne, alors que les anthésopathies d'insertion achilléenne, c'est d'origine dégénérative, mécanique, c'est favorisé par des sollicitations tendineuses répétées, notamment sportives. Et c'est sur des terrains particuliers, avec souvent un petit diabète, une hypertension, une petite obésité. Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose. Sur le plan anapathe non plus. Dans le Haglund, vous avez une bursite rétrocalcanéenne, une inflammation des bourses séreuses de Bovis, comme on dit, derrière le tendon et le calcanéus. Un œdème tubérositaire, alors que dans les anthésopathies d'insertion calcanéenne, vous avez des lésions intratendineuses, microtraumatiques, avec des fissures, des ruptures partielles, des calcifications et des modifications dégénératives à type d'hypoxie, diminution de la perfusion tendineuse, etc. Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose et il faut savoir les différencier de plusieurs façons, par l'examen clinique, par les radios, par l'IRMN et par le terrain. À l'examen clinique, ça vous a été dit déjà par Thomas sur la vidéo précédente. Lorsque vous avez une douleur médiane postérieure, ça c'est une anthésopathie d'insertion achilléenne, alors que la postérolatérale, c'est plutôt le Haglund, et la prétendineuse à la palpation bidigitale, là on est plutôt dans le cadre d'une bursite rétrocalcanéenne. Donc déjà l'examen clinique va vous apporter un certain nombre d'indications sur le type de pathologie en face de laquelle vous vous trouvez. Vous ferez systématiquement un test de Silver-Skiol, Douméhari chez nous en France, genou tendu, genou fléchi, pour dépister éventuellement une rétraction du complexe suro-achilléo-plantaire. C'est fondamental, car il faudra, le cas échéant, que ça participe à la réflexion thérapeutique. Vous les ferez monter en pointe unipodale, et puis vous allez rechercher un petit subtle cavovarus, un petit cavovarus discret, avec le classique signe du peekaboo sign, c'est-à-dire quand vous regardez en fait le calcanéus de face, comme ceci, vous le voyez sur le bord médial du pied, ce qui est anormal. Ça veut dire qu'il y a un petit varus calcanéen. Et ça, il faudra le prendre en compte, au même titre que je l'évoquais tout à l'heure pour les tendons fibulaires. Et bien là aussi, il faudra tenir compte de cet aspect, le cas échéant, lorsque vous examinerez ces patients. Vous rechercherez bien entendu un conflit postérieur de cheville lié à un ostrigone, ça vous a été dit sur la diapositive précédente. Alors vous allez faire des radios. Les radios, la morphologie tubérositaire, elle est très très variable et très honnêtement sur le profil en charge, c'est subjectif, ça n'a pas grande valeur. Il y a de multiples angles qui ont été calculés dans la littérature, je vous les liste ici, je vous les fais défiler. Et toutes les publications sur ce type de pathologie ont démontré que l'analyse de la morphologie calcanéenne n'a strictement aucun intérêt dans le diagnostic de l'anthésopathie ou du Haglund. Alors quoi ? Alors nous, on a recherché autre chose, et il y a déjà fort longtemps, et on l'avait publié, on avait calculé la pente calcanéenne, l'angle de Gian, et on s'était rendu compte que alors c'est la diapo suivante, voilà, sur le profil en charge des patients qu'on avait opérés d'une maladie de Haglund, eh bien, vous voyez, la pente calcanéenne était supérieure à la pente normale sur une série témoin, et l'angle de Gian était inférieur, il était inférieur à 120, donc on avait des petits pieds creux. Donc les Haglund symptomatiques qu'on avait opérés, c'est quoi? C'était finalement des petits pieds creux essentiellement postérieurs. Donc ça, c'est une première information qui n'est pas négligeable, c'est que le syndrome de Haglund, parce que ce n'est pas une maladie en soi, c'est peut-être un petit trouble de la statique postérieure. Tourné, il a rajouté un critère pas inintéressant qui est celui de la longueur du calcanéus. Donc c'est X sur Y, X c'est la longueur maximale du calcanéus, Y c'est la longueur de la tubérosité, vous faites le rapport, et il a trouvé un cut-off à 2,50, en dessous de 2,50, eh bien, normalement, sur les patients qu'il avait lui opérés, il avait un cut-off inférieur, il a une valeur inférieure à 2,50, et donc pour lui, la longueur du calcanéus, donc un calcanéus long, si vous voulez, c'était un paramètre tout à fait fondamental dans la série qu'il a publiée, qu'il avait qualifiée de maladie de Haglund. Alors nous, on s'est dit, tiens, c'est un paramètre qui n'est pas inintéressant, on va faire le calcul aussi, mais on va faire le calcul chez les patients qu'on a opérés d'une anthésopathie d'insertion achilléenne.
Eh bien là encore, vous voyez les chiffres, oui. Seul le rapport XY est revenu positif par rapport à une série de cas témoins, avec 2,46 versus 2,73. Et donc on s'est dit, ben voilà, encore une information intéressante. Dans les anthésopathies d'insertion calcanéenne, les tendinopathies d'insertion, comme on les appelle, eh bien peut-être qu'on est en face d'un calcanéus long. Donc ça aussi, il faut peut-être le prendre en considération dans la prise en charge thérapeutique. Alors bien sûr, vous ferez d'autres radios, hein, des radiographies de profil en charge qui vont vous montrer l'ostéophytose postérieure, l'anthésophyte classique sur l'insertion du tendon calcanéen. Donc vous l'avez compris, les radios sont même fondamentales dans le diagnostic de cétalgie postérieure. Vous regarderez la pente du calcanéum si elle est élevée, la longueur du calcanéus, vous rechercherez des signes d'anthésopathie, type anthésophyte, vous ferez des clichés de Méhari ou de Salzmann pour éliminer un varus calcanéen. Donc il ne faut pas passer cette étape radiographique, et trop souvent on va encore arriver des patients avec des symptomatologies de théalgie postérieure dans le cadre d'une antéopathie, avec tout de suite une IRMN qui vous dépose sur la table. Et la première chose à faire, je crois, c'est de demander des radios. Alors bien sûr, l'échographie n'est pas inintéressante, elle montrera des signes inflammatoires, une hypervascularisation, une bursite, une fissuration intratendineuse. Ça va vous confirmer le diagnostic d'anthésopathie avant un traitement conservateur qui, vous le savez, est obligatoire. Et nous, on ne se passe pas en tous les cas en préopératoire de l'IRMN, qui vous permettra de faire un bilan anatomique précis, une aide au diagnostic positif, de guider le choix thérapeutique, etc. On aura un hypersignal tendineux, une rupture éventuellement à la face antérieure ici du tendon, une bursite préachiléenne, des ossifications intratendineuses le cas échéant, et parfois des ruptures intratendineuses. Donc vous l'avez compris, on n'est pas tout à fait en face de la même chose. Le Haglund, c'est la jeune femme de 20-30 ans. Au début, ça a été décrit chez les aristocrates autrichiens qui avaient un chaussage rigide. C'est un conflit postérieur avec la chaussure, et la topographie, elle est postéro-latérale. La tendinopathie d'insertion, l'anthésopathie d'insertion, ce dont on doit parler ici, c'est plutôt l'homme d'âge mûr, 40-60 ans, tel que celui qui vous est ici illustré, avec quelques antécédents. C'est des douleurs à la pratique sportive, à la course à pied notamment, et les douleurs sont médianes sur l'anthèse calcanéenne. Donc on ne parle pas obligatoirement de la même chose, mais finalement, est-ce que les deux ne sont pas fréquemment associés? Et c'est bien là le problème qu'il y a dans la littérature depuis maintenant quelques années. Parce que le traitement, bon, il est d'abord conservateur, hein, obligatoire, 3 à 6 mois. Je laisserai Jacques Rodinot argumenter sur l'intérêt du traitement conservateur dans les anthésopathies d'insertion. Il faut le faire, c'est impératif. Antalgique, anti-inflammatoire, onde de choc, talonnette, infiltration bursale préachiléenne, adaptation du chaussage, le cas échéant une immobilisation plâtrée temporaire, un étirement des gastrocnémiens, un travail en excentrique. Tout ça doit être tenté. Il y a un travail récent qui a montré que les ondes de choc par rapport à un travail en excentrique n'apportaient pas de bénéfices notables. Une belle étude randomisée prospective, à voir. Mais enfin, le traitement conservateur, tout le monde s'accorde à dire qu'il est moins efficace dans les anthésopathies d'insertion qu'il n'est dans les tendinopathies corporéales de l'Achille. Et donc, assez rapidement, en cas d'échec, on va être amené à discuter du traitement chirurgical. Les possibilités, vous les connaissez peut-être, elles sont nombreuses. Je vous les ai ici listées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment choisir parmi toutes ces options chirurgicales? Il y a deux façons de faire. La première, celle que je vous propose, c'est une façon un peu raisonnée, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, il n'y a pas de lésion franche au niveau du tendon, il y a essentiellement un hypersignal isolé postérieur, une bursite, on est plutôt devant un syndrome de Haglund entre guillemets. Si la pente est normale, avec un angle de chevaux normal, pas d'excès de longueur, eh ben on fait une simple résection de la tubérosité postérieure. A contrario, si la pente est importante, si on a un angle CL élevé, si on a une longueur excessive, eh ben là on va privilégier plutôt une ostéotomie de Zadek. Ça, c'est en l'absence de lésions tendineuses. Par contre, lorsqu'il y a des lésions tendineuses, ossification, des insertions, anthésophytes, etc., bon, ben on est quand même tenté d'aller sur l'objet du délit et donc d'aller traiter le tendon. Habituellement, la technique est celle-ci, c'est une voie transtendineuse, on fait une excision lésionnelle des calcifications, des ossifications, on résèque la tubérosité, on fait une bursectomie et puis on fait une refixation tendineuse par un ancrage osseux. Alors voilà, c'est l'ouverture comme ça du tendon, vous voyez, un split comme on dit. Donc on fait un T comme ceci, on aborde la tubérosité, on la résèque, on met des encres, on réinsère et on fait ce qu'on appelle un double rang, un petit peu comme pour les coiffes des rotateurs, pour refixer le tendon d'Achille. Alors certains ont eu peur, moi le premier, au début, en me disant flûte, désinsérer la totalité du tendon, c'est peut-être un peu risqué, rassurez-vous, vous voyez que la surface d'insertion
du tendon calcanéen, elle est relativement étendue. Alors les résultats de ces réinsertions, de ces débridements, refixations, comme on dit dans la littérature, sont bons. Bon, vous voyez d'abord l'âge moyen, je vous ai mis ici une série assez récente, qui est sortie en 2021, 47 ans, ça confirme ce que je vous dis, ce n'est pas des jeunes de 20 ans, ce n'est pas des sportifs de 20 ou 30 ans. Quelques complications cutanées, un taux de rupture secondaire assez faible, 0,7%, ça rassure pour toutes ces désinsertions massives. Et bien sûr, il y a des complications cicatricielles et infectieuses, bon, dans cette série, pas trop, un score à EFAS satisfaisant, donc des bons résultats cliniques assez clairement. Alors pourquoi un double rang ? Eh bien, les résultats cliniques seraient supérieurs pour certains auteurs, la surface de contact est plus importante, donc la cicatrisation est meilleure, et la remise en appui serait plus rapide. Mais bon, il y a quelques complications quand même à cette technique qui n'est pas simple, qui, vous l'avez vu, est assez agressive malgré tout. Et là, un travail, vous voyez, récent également, en 2021, 14% quand même de complications infectieuses et cicatricielles, c'est pas rien. Et surtout, le gars, il trouve 71% de récidive de calcification intratendineuse. Alors ça pose problème, et en même temps, il ne trouve pas de corrélation entre la récidive des calcifications et le résultat clinique. Ce qui l'amène à dire, finalement, ce n'est pas les calcifications qui sont responsables des douleurs, c'est la néovascularisation tendineuse. Mais enfin, les 14% de complications infectieuses et cicatricielles, ça pose question quand même, et là, je pense que certains à cette table ne manqueront pas d'argumenter sur ce problème. Alors, je vous donne également ça, parce que j'ai trouvé ça croquignolesque comme papier, c'est pareil, en 2021, les gars, ils ont fait des refixations, des insertions, comme je viens de vous le montrer, puis ils ont cherché une corrélation avec tous les critères radiographiques préopératoires que j'ai évoqués tout à l'heure. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucun facteur radiographique ou IRMN prédictif du résultat fonctionnel après débridement refixation. Et en même temps, on me dirait, c'est normal. On traite le tendon, on traite la tubérosité, on fait une bursectomie, donc on s'attaque à toutes les causes possibles de douleur, et donc finalement, il n'y a pas de corrélation visible sur le résultat clinique. Alors bon, s'il y a des lésions tendineuses avec une perte de substance importante, notamment, on va le dire ici, au début de l'expérience de certains, les fraisages endoscopiques de la tubérosité postérieure, parfois ça s'accompagnait d'une petite désinsertion du tendon calcanéen. On a vu quelques résultats parfois un peu difficiles. Il y en a un qui vous est illustré à l'extrême gauche, là, sur l'IRMN. Bon, on va faire une plastie de renfort tendineux, plutôt le fléchisseur propre de l'hallux, maintenant quand même globalement dans la littérature, mais je fais quand même état ici de ce que nous avait décrit Jean-Luc Besse, la plastiose tendon quadricipital, mais je ne sais pas s'il la pratique encore. En tous les cas, dans la littérature, c'est le FHL qui est utilisé. Souvenez-vous, s'il y a un équilysme associé, une limitation de la flexion dorsale de cheville, vous la récupérez en flexion, on peut discuter l'allongement des gastrocnémiens. Attention, chez les sportifs, l'allongement des gastrocnémiens, ça peut entraîner une perte de la force propulsive, donc il faut faire gaffe quand même. Et puis dites-vous, quand vous avez déjà un calcanéus vertical, ça signe l'insuffisance tricipitale, donc aller l'allonger en plus, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc finalement, on peut proposer un algorithme tel que celui-ci, que vous connaissez. On est plutôt devant un Haglund prédominant, on regardera la pente et la longueur calcanéenne pour choisir entre la résection ou le ZADEC. On est plutôt devant une pathologie d'insertion tendineuse, de tendinopathie d'insertion. Alors isolé, on fera un débridement refixation. S'il y a une atteinte corporéale associée ou des dégâts importants du tendon, on fera un renfort tendineux. Bien, ça c'est la théorie, c'est un algorithme qui permet de réfléchir. Sachez quand même, je le dis ici, que ces dernières années, il y a eu un développement assez important de la chirurgie mini-invasive pour la réalisation de l'essentiel des gestes que je vous ai décrits. La résection tubérositaire, les transferts tendineux, la désinsertion refixation, maintenant certains le font sous endoscopie. Il n'y a peut-être guère que le ZADEC qui pose encore quelques difficultés techniques, mais ça ne saurait durer. Alors bon, le problème, c'est que ce n'est pas si simple que ça. On a quand même souvent des formes associées, disons-le, avec une symptomatologie de Haglund ou un calcanéus long, des douleurs à la fois postérieures sur l'anthèse, mais également postérolatérales. Et il faut savoir quand même mixer un petit peu tous ces traitements chirurgicaux. Ici, regardez, cette dame, 62 ans, pardon, thalalgie postérieure gauche sur l'anthèse. Elle a un calcanéus long, mais elle a aussi des anthésophytes postérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a fait ZADEC plus débridement refixation. Sachez que le ZADEC, qui est l'ostéotomie à base dorsale, peut se faire par l'ouverture tendineuse que vous utilisez pour le débridement refixation. C'est pas simple, techniquement, mais c'est faisable. Un autre cas, 48 ans, thalalgie postérieure, plutôt postérolatérale, mais là encore des anthésophytes postérieurs, un calcanéus long, une fissure tendineuse distale. Bon, on lui a fait cette fois-ci un ZADEC avec une résection des anthésophytes et une réinsertion distale sans ténotomie en T du tendon calcanéen. Donc,
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous l'avez compris, 1, l'examen clinique est fondamental pour savoir ce qu'on va traiter. 2, toujours un traitement médical de première intention, 3 à 6 mois. 3, un traitement chirurgical à la carte, avec priorité quand même au débridement-refixation qui va traiter l'essentiel des composantes de l'anthésopathie, le tendon, les anthésophytes, la tubérosité, la bursite. Pensez aux ADEC s'il y a une pente ou un calcanéus long, pensez à l'associer. Et enfin, je vous l'ai dit, il y a une évolution certaine vers les techniques mini-invasives, mais attention, comme toujours, il nous faut voir quels sont les résultats à moyen et long terme. Ça reste encore à déterminer pour un certain nombre de techniques. Il y a une courbe d'apprentissage qui est incontestable. Et il y a aussi un aspect qui est parfois pas négligeable, c'est le coût important de ces techniques endoscopiques. Mais très objectivement, à ciel ouvert, avec un double rang, ça coûte aussi cher. Voilà, je vous remercie.